Par rapport au 49.3, Mhm. Adam, on va regarder. Par rapport au 49.3, il y a un ressenti chez les Français qui est plutôt négatif. Oui, oui. Un pays qui est considéré comme très démocratique, y compris par ses habitants, voit cette mesure d'une façon pour le moins paradoxale. C'est exact. Et là, on peut voir que bon, le gouvernement Borne, c'est un article de 20 minutes, donc le gouvernement Borne, le 49.3, non démocratique pour plus de 2 tiers des Français selon un sondage. Donc, on arrive à peu près, je crois que c'est ça, ils vont peut-être le dire en dessous, 70% à peu près. Ouais. 71% en octobre 2022. Il a un Ça se petit, renforce en plus. Il y a ça se une tendance. renforce. Avant, c'était que 60%, maintenant c'est 70%. Ouais. Donc on voit que de toute façon, par là, de toute façon, on est entré dans une crise profonde parce que si on commence à gouverner tout et n'importe quoi par 49.3, Mhm. ça montre quand même une certaine forme de symptôme. Le 49.3 peut être utilisé par le gouvernement uniquement quand il est sûr qu'il n'y aura pas les mots de censure qui pourront passer. Donc, c'est là où il faut vraiment que le reste de l'opposition soit totalement divisé. Et à ce moment-là, le 49.3, on peut le sortir à chaque fois parce qu'on sait qu'on ne risque rien, qu'il n'y aura pas de mention de censure qui passera, parce qu'entre eux, les oppositionnistes se couperont la grappe. Non, puis tu te rends compte que après, tu sais, elle a annoncé le 49.3 Mhm. et elle a dit un peu partout dans les médias, oui, mais on va quand même pas se priver des 17 milliards de l'Europe. Ça a été l'argument qu'elle a utilisé. Mhm. Donc, il faut savoir que ces fameux 17 milliards sont liés à un plan de relance européen qui a été fait à l'issue du Covid. Oui. À la sortie du Covid, l'économie étant à plat, il fallait la regonfler par un grand budget européen. C'est ça. Mhm. Et donc, du coup, les conditions d'accès pour avoir ces aides étaient notamment différentes choses qui étaient suggérées par l'Union européenne. Mhm. Certes, pas explicitement dit de comment le faire ou ce genre de choses, mais il est conseillé de réduire le budget, les dépenses sociales, ce genre de choses, notamment les réformes de retraite, mettre plus de compétitivité, ce qui inclut de faire mourir des PME, ce Mhm. genre de choses. Et finalement, au bout de 2 ans, on peut déjà faire un premier bilan de tout ça. Et on se rend compte qu'effectivement, la France a été des très bons élèves pour l'Union européenne. Mhm. Donc c'est pour ces raisons-là qu'Elisabeth Borne touche ces fameux 17 milliards d'euros qu'elle vous dit tant attachés. La France, c'est le chouchou de la maîtresse. Voilà. C'est Le Alceste de l'Europe. c'est comment il s'appelle le chouchou dans le Petit Nicolas? Alceste. Alceste. Alors, et là c'est comme les soldes. Alors, Gobelin qui nous dit, disons, c'est censé être un article utilisé de manière exceptionnelle. Oui, ben, Mhm. de toute façon, on crée l'exception. Oui. Déjà que la Constitution française avantage grandement le président. En plus, il est mis au service de son gouvernement, cet article-là, qui est censé être utilisé à titre d'exception. C'est pour ça qu'il est limité sur certaines conditions. On verra un petit peu lesquelles. Tout à fait. Donc, on va regarder sur ce fameux plan de relance pour l'Europe. Qu'est-ce que ça vise? Qu'est-ce que ça vise? Donc, une petite vidéo auquel nous allons regarder qui présente un peu le plan de relance européen. Donc, on est passé dans la next gen. Ah non. Voilà. Ça, c'est une Union européenne Ça, qui c'est, envoie. ouais, ça claque, hein. Là, on y croit. Tu vois, c'est comme la vidéo de présentation des règles dans Battle Royale.
C'est clair, c'est net, c'est jeune. On voit on voit le positivisme qu'il y a derrière. On va souffrir, mais on va surtout s'amuser. Amusez-vous bien. Next Gen Union. Alors bon, moi déjà, 1 milliard juste pour cette vidéo, ça doit être ça. ça va être 1 milliard. Presque j'aime bien, ils sont forts. Ah bah, ils sont forts pour vous faire aimer ce que vous détestez, ça c'est certain. Non, moi j'adhère tout de suite, hein, avec une vidéo comme ça. Donc, le plan de relance pour l'Europe. En décembre 2020, les dirigeants de tous les pays de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne ont approuvé un plan de relance pour aider à préparer les dommages économiques et sociaux causés par la pandémie Covid-19. Grâce au budget à long terme de l'UE et à l'instrument temporaire Next Generation UE, un total de 2018 milliards d'euros contribuera à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. C'est très intéressant parce que c'est le discours, en fait, finalement, d'Elisabeth Borne tout le temps depuis... C'est à croire que c'est elle qui a écrit tout ce petit texte. Non, je pense qu'elle le récite bêtement, mais tu vois, l'Europe plus verte, l'écologie, plus numérique, bah, tu m'étonnes avec l'euro numérique qu'on a fait la semaine dernière. Tu m'étonnes qu'il va être plus numérique, hein. Totalement. Ou avec Ficoba. Ça, c'est autre chose. On était presque des précurseurs pour Ficoba. Hein. La France en première ligne de mire. C'est ça, c'est ça. Peut-être un pays test pour l'UE. Et plus résiliente. On est résilient à partir de quand, Adam? Explique-moi. Ben, quand tu tombes par terre et que tu bouges plus, non, là, t'es peut-être trop résilient. Pour accéder au fond de la facilité pour la reprise et la résilience. Mais c'est ça, tu vois, le terme. La reprise et la résilience. C'est là, il faut accepter qu'on a perdu, mais qu'on continue à avancer. C'est ça le message? On va relever la tête tout en la baissant. C'est chelou, en fait. Diana Prince 61 voilà. qui dit, en fait, c'est Borne qui dirige la France. Peut-être, hein. Ça peut être plus facile, en fait, à comprendre. On parle de l'Union européenne, mais il y a la relance pour les uns et la résilience pour les autres. Ah, c'est peut-être... c'est beaucoup moins paradoxal à ce moment-là, et ça fonctionne très bien. C'est peut-être cette forme, une forme de division acceptée. Peut-être Brigitte sans perruque égale Borne. Ah, on a eu le cas Michel Trogneux, donc pourquoi pas, hein. L'équation est posée, en tout cas. L'équation est posée. On va poser la question. On l'a posée sur Twitter. Donc, le plan de relance en France. Donc oui, donc attends. Ça, c'était le résumé de la relance. Dans lequel au moins 37% des dépenses sont dédiées à l'action climatique et au moins 20% à la transition numérique. Donc en fait, je pense que c'est pour ça qu'elle s'accroît sur la fameuse croissance verte, tu vois, parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus de fric. C'est là où on priorise le gros paquet de pognon, tu vois. Mais c'est aussi que c'est un plan d'aide sous condition. Vous recevez de l'argent, mais vous n'avez pas le droit de le dépenser comme... Enfin, c'est sous des prêts, mais vous les dépensez de telle façon et pas d'une autre. Donc, les dépenses sont dédiées à l'action climatique, autant pour moi, à l'action climatique et au moins 20% dans le numérique. Les plans nationaux de relance et de résiliation doivent être mis en œuvre au plus tard d'ici à 2026. Mais attends. Donc, ça veut dire qu'en France, ils sont en avance. S'ils reçoivent déjà l'argent européen, on est en 2023. Elle voit loin, elle prévoit. C'est bien. Bonne mise. Et après, on va dire que les Français sont fainéants. Bah, tu vois. On sait être bon, hein, quand on le veut. On sait être résilient. On sait être résilient. Il manque que la relance. Donc, le plan de relance en France. L'épidémie du Covid-19 a eu des conséquences négatives en termes économiques, financiers et sociaux en France, qui a notamment vu son PIB baisser d'environ 8% en 2020 et sa dette publique s'envoler à plus de 115% du PIB. Les analyses de la Commission européenne montrent que l'économie française a retrouvé le chemin de la croissance dès 2021. Plus 6,8% de croissance. Bon, là, c'est juste un rattrapage. Mais en réalité, en fait, il y a une récession en France. Pour moi, ça reste négatif, en fait. Ben oui. Au-dessus de la moyenne de la zone euro et que cette croissance est poursuivie en 2022.
Malgré le contexte de guerre en Ukraine, les dernières prévisions économiques de la Commission indiquent une croissance à 2,6% cette année, puis 0,4% en 2023. Enfin, c'est ressenti par tout le monde, justement. On ne vit pas mieux qu'avant le Covid, maintenant. Donc voilà, prévision économique européenne, automne 2022. Donc ce que la France, elle prévoit. Hein. Mhm. Bon, on voit qu'au niveau du chômage, ils sont à peu près sur soi-disant ce qu'ils annoncent. Si c'est ce qu'ils annoncent et c'est eux qui comptent, Oui, c'est ça. voilà. Donc voilà, par contre, un truc qu'ils peuvent pas mentir, c'est la dette publique en brut en pourcentage de PIB. On l'a un petit peu plus explosé là entre 2022 et 2023, tu vois. Et les prévisions étaient très optimistes, du coup. Oui, oui, mais c'est Bruno qui a dû les faire. C'est sacré Bruno Le Maire, tu vois. C'est notre fin stratège. Heureusement qu'on l'a celui-là. Le plan de relance européen, en investissant dans la reprise immédiate ainsi que dans les investissements structurants d'avenir, recherche, innovation, transition verte et numérique. Donc, on a déjà un début de réponse. Le numérique, ça va être quoi? L'euro numérique. Mhm. Transition écologique, le passe carbone qu'ils sont en train de mettre en place. Et les énergies vertes, donc en partie le retour nucléaire. Enfin, en France, c'est pas un retour, c'est un prolongement nucléaire, voire un développement. Innovation, je me demande bien ce que ça va être. Mais bon, c'est tellement mieux de mettre innovation. Et recherche, il faudrait que l'État Recherche France... d'emploi. Ouais, recherche d'emploi, Recherche de financement. contribuera de manière significative à la croissance de long terme, ainsi qu'à la création de nouveaux emplois. On les attend, ça fait des années qu'on les attend, les emplois. 2026, n'oublie pas, 2026. On a le temps de voir venir. Ah, Gobelin qui nous dit toujours dans les bons coups, ce Bruno. Bah oui, Bruno, c'est notre chouchou, tout le monde l'aime bien. Il se débrouille très bien. Il faudrait plus de Bruno, ou alors il faudrait plus faire comme lui. C'est ça. C'est peut-être ça, Bruno Le Maire. Ce qu'il disait, la résilience, là au-dessus, comment ils appellent ça? La reprise et la résilience à la fois. Il se laisse pas décourager, Bruno. Il n'est pas une boulette près. Il n'est pas résilient. Il continue à avancer. Non, il faut voir ça plus Le Maire, tu vois. Bruno Le Maire, entre résilience et relance, on ne choisit pas, on prend les deux et on trace. On s'en fout des paradoxes. Voilà pour la chose. Bon, à l'issue de ça, on va se dire, c'est mignon. Moi, ce qui est un truc qui me fait rire, c'est que ces fameux 17 milliards d'euros. Donc, elle te fait passer une loi antidémocratique pour, soi-disant, avoir ces 17 milliards d'euros, qui est le 49.3. Enfin, cette loi sur le budget par le biais du 49.3, autant pour moi, pour être plus clair. La première loi sur le budget. Non, elle est annuelle. Ils le font une fois par an, en fait. Oui. Et le truc, c'est que c'est pour de l'argent européen. Ils nous disent, c'est pas vous qui allez le payer. Moi, ça me fait toujours rire quand même quand ils disent, quand tu reçois de l'argent de l'Union européenne et qu'ils disent que c'est pas les citoyens qui le payent. C'est l'argent des impôts en fait qui sont redistribués à l'Europe et que l'Europe le rend en fait. Donc en finalité, c'est qui paye au départ? Ça reste le citoyen qui se fait taxer. On nous prête l'argent qu'on a donné. On nous rend des miettes de ce qu'on a. Ah non, on les prête. Le plan de relance, c'est un prêt. C'est donc ça le ruissellement de Macron. Le ruissellement des impôts qui remonte vers le haut. Pour redescendre. C'est pas du ruissellement, c'est le cycle de l'eau. Ça s'évapore chez les plus petits pour arriver miraculeusement au sommet. Alors, non, le plan de relance européen ne sera pas remboursé par les citoyens. L'Union européenne a mis en place un plan de relance historique de 750 milliards d'euros. Et puis l'Union européenne, tu sais, c'est une entité magique qui trouve 750 milliards, tu sais. Non, c'est pas vous qui allez le payer, hein, ils le sortent du chapeau. Attends, mais dans le texte d'avant, il disait plus de 2018 milliards d'euros. Attends, la phrase là, je la comprends pas. Environ 807 milliards d'euros en euros courants. C'est des euros ressentis. Dans l'économie réelle. Pour construire l'Europe post-pandémie, une Europe plus verte, plus numérique et plus sociale. Mais ouais, c'est Elisabeth Borne. Hein. En fait, grosso modo, ils sont matrixés. Hein. On a sélectionné la personne qui aurait exactement le discours qu'il faut. Le remboursement de la dette commune européenne se fera sur 30 ans. Entre 2028 et 2058 grâce à des nouvelles ressources européennes.
Europe créatrice d'emplois. Attends, l'Europe reçoit l'argent qu'elle nous prête, qu'on lui remboursera par des institutions qu'on créera pour elle. Quelles sont les 3 nouvelles ressources européennes envisagées? La première ressource proviendra d'un système d'échange de quotas d'émissions de l'UE. Le marché de carbone de l'UE fixe des quotas d'émissions maximum par secteur. Le fameux pass carbone, tu vois, ça va être ça. Lorsque les plafonds d'émissions sont dépassés, les entreprises sont tenues d'acheter des quotas au prix de la tonne de carbone en vigueur sur le marché, dans le cadre du système actuel. Donc en fait, tu vas le ressentir dans l'achat de ton produit, puisqu'en fait, la taxe carbone va augmenter la valeur des produits. D'accord? C'est l'Europe qui va les récupérer. Ils vont faire des projets, comme on a vu, plus d'Europe, Next Gen UE, youhou, c'est la fête, tu vois. Et ils vont nous en redistribuer des miettes. L'histoire est quand même bien ficelée, quand même. C'est gentil de leur part. C'est gentil. Les entreprises sont tenues d'acheter des quotas. Donc, tu vois, les entreprises sont tenues d'acheter des quotas, donc ça va être une obligation, au prix de la tonne de carbone en vigueur sur le marché. Dans le cadre du système actuel, la plupart des recettes provenant de l'achat des quotas d'émissions sont transférées aux budgets nationaux. Ah, ça part directement, c'est plus l'État qui va récupérer les taxes, ça part direct à l'UE. Attends un instant. La plupart des recettes provenant des achats sont transférées au budget national. Non, ça va directement à la nation. Non. La Commission propose qu'à l'avenir, 25% des recettes provenant du système d'échange des quotas alimentent le budget de l'UE. Donc, on est en train de... Donc, c'est des taxes UE. Fixées par l'UE qui détermine le quota d'émissions maximum par secteur. Cela apportera environ 12 milliards d'euros par an, en moyenne, sur la période de 2026-2030. Donc, 12 milliards d'euros sur 4 ans, ça nous fait presque du 56 milliards d'euros. D'accord? Si, au fonctionnement de marché. En moyenne sur la période. Donc voilà, ça c'est la première ressource. Donc on a 56 milliards là, ce qui arrive. La deuxième ressource proviendra du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Le mécanisme prévoit d'ajuster le prix des marchandises importées afin de garantir une égalité de traitement entre les entreprises européennes et les entreprises extra-européennes. Fini les t-shirts à 30 centimes. Fini les t-shirts made in China. Vous allez le payer beaucoup plus cher. Vous allez le payer au prix du made in France. En imposant un coût de carbone équivalent à celui du marché de carbone européen, ce mécanisme s'appliquera aux marchandises importées depuis pays tiers ne disposant pas d'un système de tarification du carbone. La troisième ressource proviendra de la mise en place de l'Europe du futur impôt mondial sur les multinationales, donc le fisc européen. En fait, on est en train de créer le fisc européen, on est en train de basculer dans le fisc européen. Tu as des taxes, tout le monde a des taxes. Ce projet, qui a obtenu l'adhésion de plus de 130 pays, comporte une solution à 2 piliers pour lutter contre l'évasion fiscale et garantir que les bénéfices soient imposés là où ont lieu les activités économiques et la création de valeur. Bien sûr. Forcément, ça va de soi. Attends, je vais faire un petit point là sur le live. Qu'est-ce qui se dit? C'est plus que de la magie à ce niveau. Ah oui. C'est de l'anti-ruissellement, tu vois. C'est l'argent qui part de la base, qui remonte progressivement vers le haut. Ils vont rêver avec leur taxe mondiale, etc. Ils font rêver. Ouais, Gobelin, je suis d'accord avec toi. Donc, ensuite, on revient sur le 49.3. Cazenave nous annonce encore une dizaine de 49.3. Il va vraiment falloir en finir avec la légende selon laquelle la France est une démocratie parlementaire. Il y a un petit côté parlementaire, ça je dis pas. Donc on va écouter cet homme, ce qu'il a à nous dire. Il a une bonne tête, un discours quand même plutôt inquiétant. Vous disiez c'est le début d'une longue série, il y en aura combien donc cet automne au total? Alors vous savez que le budget, c'est à la fois le projet de loi de finances pour le budget de l'État, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc ce sera probablement une dizaine de 49.3 en fonction de l'avancée des débats, mais encore une fois, moi je comprends que les opposants... Ils sont décomplexés, ils sont décomplexés total, quoi. Il y a pas de sigle, tu vois. Le mec, il t'annonce au calme, il va avoir une dizaine de 49.3. Cet automne. Parce qu'il parle de cet automne. Oui. Avant la fin de l'année, il y a encore du temps. C'est ça. L'opposition vote pas un budget.
elles sont pas en situation de nous proposer un budget alternatif. Entre, d'un côté, à gauche, où on dit halte à la cure d'austérité, alors même qu'on n'a jamais autant investi sur la transition écologique, sur l'éducation. Voilà, on arrive sur la fameuse transition écologique. Tu vois, il a bien appris sa leçon. Mhm. On en vient aussi à la vidéo, toute positive, magnifique. Il dit ça avec un beau sourire. Même les enfants, ils n'ont pas compris. Non, la France va bien. Et à droite, qui nous disent qu'il faut couper davantage dans les dépenses, sans jamais nous dire où. D'ailleurs, ils ne sont pas en mesure de faire un budget alternatif. Et pour autant, moi, ma responsabilité de ministre des Comptes publics, c'est... Regarde la tête du journaliste, il est en train de le regarder en mode c'est quoi ce martien? Même lui, il croit pas ce qu'il entend, tu vois. Même lui, il croit pas, tu vois. Et le pays d'un budget avant la fin de l'année. Ouais, Vous disiez c'est le la début du... caméra a coupé quand il a commencé à nier. Remarquez? Il allait dire, vous vous trompez. Bon, Brave Cazenave. on va voir que sur cette interview, il y a une autre séquence qui est très intéressante. Mais j'aimerais vivre dans la France dont il parle. Ça a l'air merveilleux. Ça a l'air merveilleux, hein. Attends, on va le mettre ici. Alors, Thomas Cazenave nous explique que c'est pour faire plaisir aux Européens qu'Elisabeth Borne piétine la démocratie du 49, au 49.3. L'Europe écrase la démocratie par un chantage financier. Pour bien comprendre ce que vous nous dites, s'il n'y avait pas de 49.3 cette nuit, l'Europe nous privait de 18 milliards. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné comme condition, dans la négociation avec la Commission européenne, le fait que nous soyons en mesure d'avoir une vision pluriannuelle. On le doit à nos partenaires européens. Tous nos partenaires européens se sont dotés d'une vision pluriannuelle. Et donc, c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de tous nos partenaires. Nous sommes profondément européens, donc nous respectons aussi nos règles communes. Pour bien comprendre Nous sommes profondément européens. Nous respectons nos règles communes. Il a dit, chacun des États s'est doté de ce planning pluriannuel. Mhm. Donc, c'est l'État qui décide sous quelles conditions il accepte le plan. C'est ça. Donc, on a choisi, en fait, à quelle corde on va se prendre. C'est ça. Mais de toute façon, il te dit ça, ce qui est pas exact en plus. Certains pays ont totalement refusé un bon nombre des conditions qui étaient imposées par l'Union européenne. Oui. Mais sauf que la France est tellement en déficit Elle ne peut pas se permettre qu'elle ne peut pas se permettre de... de dire qu'elle veut respecter... Donc elle se couche. Elle se couche face à Bruxelles. Et en fait, d'une manière, ça veut surtout dire quelque chose, c'est que la France, elle est déjà sous tutelle par l'Union européenne. Elle a que la forme de l'indépendance. Elle a que la forme... Enfin, elle essaye de mettre un peu de dorure par-ci par-là pour se donner l'illusion qu'elle est encore maître de son destin. Mais on voit très bien que c'est totalement faux. C'est comme juste avant ce qui est arrivé en Grèce. Il y avait encore la forme, mais on savait déjà que la Grèce serait maintenue Bon, par tu sais comment ça a terminé, la Grèce. 7 ans de tutelle par l'Union européenne, donc... Oui. Parce qu'ils en sont sortis, donc ça a duré 7 ans quand même. Et avec beaucoup de mal. Donc on va revenir sur cette députée du Nord qui nous explique à quel point c'est génial le 49.3. Donc la députée Renaissance du Nord, Violette Spielbout, trouve que le 49.3 c'est très bien parce que les oppositions s'opposent. Tout va bien, quoi. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Écoutez, moi, après 1 an d'Assemblée nationale où on a vécu tous ces 49.3, je suis très à l'aise avec cet outil parce qu'il fait partie de la Constitution. Finalement, il n'y a rien d'étonnant à ce qui est prévu puisque on est en majorité relative, que le budget, c'est le moment symbolique où les oppositions s'expriment et souvent fortement sur leur désapprobation de ce que fait le gouvernement. Donc, rien d'étonnant dans ce qui va se passer dans les jours à venir. Après, moi, ce que je souhaite, c'est que les débats soient respectueux, soient apaisés. C'est pas parce qu'il y a un 49.3 qu'on est obligé d'hurler dans l'hémicycle, qu'on est obligé de créer du chaos comme on... Tu censures l'opposition, tu t'attends à quoi? Qu'ils soient doux comme des agneaux, quoi. Qu'ils applaudissent. Qu'ils applaudissent.
On l'a vu notamment à l'extrême gauche. Et puis je souhaite aussi que ce débat budgétaire il permette de faire avancer des choses. Il y a eu les dialogues de Bercy autour de Thomas Cazenave. Il est de retour, Thomas Cazenave. Ah, apparemment, il est au premier plan. C'est le nouveau poulain de la Macronie, tu penses, Thomas Cazenave? Le nom est sympa, Cazenave, ça fait bien. Ça ressemble à Cazeneuve, hein. Oui. Tabula rasa. On refait une nouvelle maison. On vire tout ce qu'il y a avant. ont pu s'exprimer, faire des propositions, amender le budget. Nous, la majorité présidentielle, on a fait des propositions importantes, par exemple pour les avances chantiers travaux, pour la transition écologique. Est-ce que vous cherchez pas La transition écologique, on en revient. Ils ont que ça à la bouche, hein, la transition écologique. Pas besoin d'investir dans le budget de la publicité de l'Union européenne en France. Nos politiciens Ils le font très bien. C'est des bons vendeurs de tapis quand même. Un peu à banaliser finalement l'utilisation du 49.3. Mais forcément, on le disait déjà l'année dernière. Quand on entend les oppositions, un passage en force. Ça a été beaucoup utilisé des en début de 5e République. Ça l'est aujourd'hui. On est dans une configuration tout à fait particulière. Aujourd'hui, vous savez, obtenir... La 5e République, c'était en 1958. C'est l'une des républiques où c'est la République qui a duré plus longtemps en France. Oui, officiellement, on l'a dépassée. Mais bon, elle est quand même fragile, quand même, la démocratie. Enfin, la 5e. Les sous-perfusions. Sous-perfusions. Un accord sur un budget alors qu'on est profondément opposé politiquement, c'est quelque chose qui ne me semble pas possible. Donc tout simplement, il faut bien expliquer aux Français l'importance de valider un budget avant la fin de l'année, parce que c'est la confiance des marchés, c'est la confiance des autres pays européens, c'est aussi l'aide que l'Europe va nous apporter, parce que les milliards d'euros de l'Europe qui sont apportés à la France, il faut absolument qu'on ait un budget validé par les assemblées. Donc là, vous et donc parlez c'est de la loi sujet de programmation des finances publiques qui arrive mercredi à 21h30 dans l'hémicycle. Vous l'envisagez ce 49.3 sur ce texte? On a une motion de rejet, on a une possibilité de 49.3. Tu vois, ils savent déjà qu'ils vont faire le 49.3 avant même le débat. Et après, elle se plaint elle s'offusque pourquoi les gens... Elle s'offusque parce qu'elle a une approche très zen du débat. On va débattre, ensuite, on va envoyer tout le monde se faire voir, on va faire passer la loi, et on va continuer comme ça pour chacune des positions du débat. Mais c'est incroyable. Une dizaine de fois quand même. C'est incroyable. On peut l'utiliser une dizaine de fois, on va l'utiliser une dizaine de fois. Oui, pour lui, c'est avéré, c'est acté, on va l'utiliser une dizaine de fois cet automne. Il dit bien même cet automne, donc tu vois, sur une histoire de 3 mois, tu vois. Ça risque d'être pas mal, je pense. On aura un débat, bien sûr, budgétaire de la même nature de celui que je viens de décrire. Et c'est très, très important, cette loi de programmation budgétaire, parce que c'est la confiance de l'Europe et des marchés pour notamment l'ensemble des prêts, des finances publiques. Et donc, c'est un sujet majeur pour la vie quotidienne des Français. Donc, les 5 dernières secondes révélatrices, c'est pour la confiance de l'Europe. Voilà, pour la confiance de l'Europe. Donc, une preuve de plus que la France est bien sous tutelle européenne. Et elle est très bien défendue. Ça, on va faire un petit point sur les commentaires. Avant que l'opposition s'énerve et on s'en occupe. Sérieux. Que des coups bas dans la Macronie pour Gobelin. On va débattre et ensuite on impose. Le débat sans cynique. Oui, c'est la démocratie. Salut la famille. Salut Julien Lebleu. Salut. Bienvenue. Salut. Dites-nous dans le chat. On va faire une petite pause là de 2 minutes pour parler un peu avec le chat. Comment vous ressentez la Macronie en ce moment? Enfin, vous trouvez est-ce que leur discours il est pas lunaire? Enfin, on les a toujours critiqués d'être déconnectés de la réalité, mais là, je trouve quand même que là, ils crèvent le plafond, quoi. Je me souviens très bien de la première campagne d'élection pour Macron quand il allait à la maternelle pour recruter ses futurs électeurs, qui dessinait au tableau sa vision de la politique française. Ça n'a pas bougé. C'est toujours un discours infantilisant et tiède. Oui, c'est ça. De toute façon, l'infantilisation, c'est incroyable. J'écoute depuis tout à l'heure, pendant que je mangeais, j'ai failli m'étouffer 2-3 fois. Ah, tu vois. J'ai plus les mots pour Momoji. Gobelin qui nous dit c'est plus antidémocratique.
C'est post-démocratique. C'est post-démocratique. On est dans une république post-démocratique. La république post-démocratique de l'Europe. On tient un truc, là. En plus, avec la novlangue qu'ils utilisent, ils seraient capables de nous en sortir une comme ça. Ça va commencer ici. Vous pourriez dire j'y étais. Ouah, soyez pas des magots. Je viens d'arriver il y a 10 minutes, le peu que j'entends me tue déjà. Salut frérot. Bonjour vagabonde. Alors, oui, on a déjà vu ce bon vieux Thomas Cazenave. Extrêmement sympathique. Bon, il va falloir qu'on aille voir du coup ce bon vieux Olivier Véran. Donc, enchaîner les 49.3 et se vanter d'écouter les gens parce qu'on a lancé une appli moisie de FAQ au lieu d'écouter les amendements des députés. Ils sont épuisants. Oui. Deuxième question sur l'application que vous avez lancée, Agora, qui permet de consulter les Français. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à consulter les Français alors que dans le même temps, ça fait 6 ans que vous n'avez pas fait de référendum et que vous dégainez le 12e 49.3 ? Il n'y a pas de raison que le numérique soit partout, sauf dans la démocratie. À l'heure à laquelle je vous parle, et depuis 3 jours qu'on a lancé l'application, il y a un Français qui télécharge l'appli toutes les 20 secondes. On est à Toutes les 20 secondes ? Ouais, à peu près. Ouais. Donc ça fait combien au total ? On est à plus de 15 000, je crois, téléchargements de l'application. On est à plus de 10 000 réponses au questionnaire. On est à plus de 1000 questions. Vous savez que l'appli permet aux Français d'interroger directement le gouvernement. Il y a plus d'un millier de questions qui ont été posées. Celle d'ailleurs qui est en tête à l'heure à laquelle je vous parle demande à ce qu'il y ait une appli pour expliquer les lois, mais il y a aussi des questions qui font le parallèle entre le 49.3 et Agora. Et alors, on n'a pas peur, on fait ça en transparence, parce que, je suis d'accord avec François Bayrou d'ailleurs quand il le dit, dans la méthode, on doit davantage écouter les gens, les Français ils sont utiles, le ils gouvernement aiment la devait politique. changer de méthode Et donc, urgemment. moi je crois à l'innovation, et je crois qu'on doit tisser le lien démocratique avec les Français, leur permettre d'être utiles, de les écouter, de revenir vers eux. Cette application, elle sert à ça, elle est gratuite, anonyme. J'en profite, j'invite les Français qui nous regardent. On vous interroge cette semaine sur l'écologie, sur l'énergie et sur la démocratie. Et la semaine prochaine et les semaines suivantes, vous aurez d'autres questionnaires. C'est notre application à nous. Mais je vois avec un QR code. Regardez ce que vous faites avec le QR code. Ouais, attendez, justement, vous permettez aux gens d'interagir. pour qu'on ait le temps de vous et mercredi, interroger. après le Conseil des ministres, je répondrai à des questions d'Agora. Donc, il va nous faire des FAQ, le Olivier Véran. Donc, moi, c'est bon, il est mignon avec son application, tout ça. C'est pas mal. Si seulement c'était transparent comme il le dit. Mais on sait qu'en Macronie, il n'y a rien de transparent. Par contre, il y a une publicité de la transparence. Il y a une publicité de la transparence. Moi, ce que j'y vois, c'est un gros problème par rapport à tout ça. C'est qu'ils vont filtrer. Je pense que, tu verras là avec la documentation qui va suivre, il y a eu, la dernière fois qu'il y a eu une consultation vraiment grosse avec les Françaises, ça a été notamment les fameux cahiers de doléances qui avaient été... oui, juste après les Gilets jaunes. Oui. Peut-être encore pendant. Et je me rappelle de Macron qui nous avait dit, nous ferons la transparence sur les résultats. Bon, bah, si on doit suivre la transparence du chef, on sait qu'il n'y a rien de transparent dans la manœuvre d'Olivier Véran. Variant. Le variant Véran. Autant pour moi. Donc, d'autant plus, c'est aussi une façon de mieux filtrer les questions. Comme ça, comme ils ont le contrôle, c'est une plateforme où tu leur envoies des questions au gouvernement, elles sont pas publiques. Le coup de c'est téléchargé toutes les 20 secondes, il y a beaucoup d'étrangers. Parce qu'on voyait, il a fait l'annonce, parce qu'en plus, il a annoncé ça sur Twitter, un truc du style « J'ai développé une application ». Tu sais, c'est Olivier Véran qui a codé l'appli. et en fait, l'appli, elle était même pas en français, elle est sortie en anglais. Donc j'ai franchement un doute sur la véracité de ce qu'il te raconte. Il a dû obliger les fonctionnaires à la télécharger sur leur portable de fonction. Oui, c'est ça. Un peu comme, tu sais, Meta avec Facebook qui forçait ses employés à utiliser le métaverse pour donner du sens et les mecs qui voulaient pas l'utiliser parce qu'ils trouvaient le projet pourri. Bon, on est peut-être dans quelque chose, quoi. Bon. Et c'est la transition numérique, justement. Et puis la fameuse transition numérique. La démocratie via une application dans le portable pour ce qu'on en fait. Exactement. Donc allons voir du coup. Puis bon, aussi, c'est aussi une meilleure façon pour revenir au sujet qu'on a parlé dernièrement sur l'euro numérique, du fameux dossier Ficoba qui permet de tracer. C'est aussi une façon aussi de
pouvoir te classer. Le FICOBA qui est contraire aux normes maintenant qu'on est censé appliquer en France et dans toute l'Europe. Mais pourquoi s'arrêter quand ça fonctionne? C'est ça. Donc, la transparence, on a un article de Marianne qui est sorti en 2020 qui disait « Transparence, un an après le début du grand débat, les 16 000 cahiers de doléances sont finis au fond des archives départementales. » Donc bon, si déjà l'avis des Français n'est pas forcément écouté et que en fait ça finit dans un fond de tiroir, à quoi cette application sert finalement? Encore, avec ces 16 000 cahiers, ce sera une magnifique ressource pour les archéologues qui étudieront comment la France était à une époque. Comme les cahiers de doléances qu'il y a eu sous Louis XVI, c'est ça? Encore aujourd'hui, c'est une documentation intéressante. C'est ça, c'est ça. Par contre, le parallèle doit être dérangeant pour d'autres personnes, j'imagine. On va écouter l'article. Faut réfléchir. On va réfléchir. Enfin, j'imagine. Transparence. Un an après le début du grand débat, les 16 000 cahiers de doléances ont fini au fond des archives départementales. Il y a un an, le 15 janvier 2019, s'ouvrait le grand débat national, permettant par la suite à Emmanuel Macron de sortir de la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement formulait alors une promesse: tous les cahiers de doléances issus des discussions des Français seraient accessibles en ligne. La promesse est loin d'avoir été tenue. 15 janvier 2019. Il y a un an, le grand débat national s'ouvrait sous haute sécurité à Grand-Bourtroude. En pleine crise des Gilets jaunes, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et les demandes aspirant à une démocratie réinventée faisaient florès. Pour Emmanuel Macron, l'objectif est clair. Je mets sur pause. Tu vois, la volonté des gens dans les cahiers de doléances, c'était le RIC. C'est la réponse dans le futur de Véran, c'est une application. Ou je ferai une FAQ. Des questions qui m'intéressent. C'est la réponse de la Macronie, du 49.3 et une application pour le peuple. Voilà. La promesse, bon, finalement, on va terminer. Attends, celle-là, elle était intéressante. Le grand débat national, vous vous souvenez? 2 mois de prise de parole dans tout le pays pour écouter les Français. Et des milliers de cahiers citoyens remplis en mairie avec une promesse du gouvernement. Tout doit être en transparence totale. On veut pouvoir mettre sur la plateforme tout en transparence. Tout doit pouvoir être consulté par tout le monde. Alors un an plus tard, la promesse de transparence a-t-elle été tenue? Est-ce que vous pouvez nous montrer les comptes des dépenses de l'État? Parce qu'on veut plus de transparence, s'il vous plaît, monsieur. Ça pèse trop lourd, on peut pas vous l'envoyer. Il y a un an, les citoyens ont rempli plus de 16 000 cahiers de doléances. Je vois une question importante de Momoji, enfin une réponse, une réaction. L'appli comme ça écarte les personnes d'un certain âge en difficulté avec la technologie. Justement, c'est un bon parallèle. Parce que le cahier de doléances, c'est pas les jeunes qui l'ont rédigé. Ce sont des gilets jaunes, des gens en majorité assez âgés. Parce que la jeunesse n'était pas dans les gilets jaunes. Donc là, il veut aller chez les jeunes, tu vois, parce que les jeunes, là, en ce moment, il y a des projets, ils parlent des jeux vidéo, ils lancent des compétitions pour les jeunes, l'effet McFly et Carlito, enfin, tu vois, Macron essaye de séduire les jeunes, donc c'est bien, comme ça, les jeunes vont poser des questions. Et comme ils sont pas trop politisés et qu'ils connaissent pas ce qui s'est passé, pour certains, la politique avant la Macronie parce qu'ils étaient trop jeunes. La vache, ça commence à faire des années, tout ça. Je me sens vieux. Donc c'est plus facile puisqu'en fait ils ont été habitués à vivre dans un climat un peu novlanguien, un peu orwellien. Et en fait, les questions, ils savent très bien qu'il y a une prise de risque minime. On va continuer la vidéo. En mairie. Des cahiers transmis ensuite aux préfectures, comme ici en Corrèze, pour que l'État les analyse. Nous sommes retournés sur place à la rencontre de cette maire d'une petite commune de 88 habitants, Saint-Genier-aux-Mers. Les cahiers de doléances, elle y croyait. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, à la base. Les gens pouvaient s'exprimer et dire exactement ce qu'ils attendaient du gouvernement. Mais quand elle cherche une trace de son cahier sur le site du Grand Débat...
Alors, verdict? Verdict, rien. Rien, aucun retour, aucune transparence. J'étais optimiste et aujourd'hui, je suis un peu déçue quand même. Sur le site du Grand Débat, le gouvernement publie bien une synthèse issue entre autres des cahiers citoyens, mais pas l'intégralité des contributions comme il s'y engage toujours sur cette page. Les cahiers citoyens ouverts dans les mairies seront mis en ligne sous licence libre. Alors, que s'est-il passé ? Les préfectures, après avoir récupéré les cahiers, les ont transmis à la Bibliothèque nationale de France pour qu'ils soient numérisés. Puis Pour à la fin terminer à la benne de ordures. les documents ont été transformés en texte informatique pour être analysés par des spécialistes. On appelle ça l'ossérisation. Ces données, l'État les a gardées pour lui et ne les a jamais publiées sur Internet. Problème technique, justifie le cabinet du ministre. Les cahiers citoyens représentent des téraoctets de données. Les héberger en permanence sur le site aurait été trop lourd à mettre en place. Une explication qui ne compte. Tout s'explique, c'est trop lourd pour Internet. C'est trop lourd pour Internet. Non mais sans déconner. Alors, une application mobile. C'est pas trop lourd en Internet? Si c'est en anglais, ça va. D'accord. Bah, puis le fichier Ficoba, il est pas trop lourd à traiter? Non, mais c'est le pays de la French Tech. Dès que ce sera possible physiquement, je suis sûr qu'ils le feront. Mais là, ce sera impossible de numériser autant de cahiers. Oui, C'est que du texte, après tout. Ça pèse le plus lourd. C'est pas des films ou des musiques, non. Non, mais en plus, tu sais, ils te disent ça, limite la larme à l'œil, ils sont bons. Ils sont bons. Convainc pas ceux qui ont analysé ces données. On nous a jamais parlé de cette raison-là à l'époque. Et je pense pas qu'elle soit pertinente puisque nous, l'ensemble des données tenaient sur nos ordinateurs. Le problème principal que ça pose, c'est qu'on ne peut plus faire d'analyse sur ce corpus qui est un trésor national. On n'a jamais collecté autant d'expressions citoyennes en France. C'est dommage. Des cahiers qu'on a fini par retrouver, pas sur Internet donc, mais aux archives départementales, comme ici en Corrèze, dans ces cartons. Et c'est pareil pour tous les cahiers. Pour en avoir une vue d'ensemble, il faudrait donc faire le tour de France et se rendre dans chacune des 101 archives départementales pour demander chaque cahier un par un. Faut être très motivé, quoi. L'administration s'efforce d'être transparente, mais il faut aussi être motivé en face, je le reconnais. Relancer l'aide. Un aveu de faiblesse de l'État? Non, ils sont transparents sur le fait qu'ils ne sont pas transparents. L'administration a fini par reconnaître que la promesse de mise en ligne aurait coûté plusieurs millions d'euros et que ce renoncement était donc aussi financier. Le Macron Tour, je crois qu'il a coûté 200 millions. De souvenirs de mémoire. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Donc... Il faut avoir des priorités dans la vie. Ouais, c'est Tu veux ça. vraiment savoir ce que pensent les Français? Et puis ça aurait créé de l'emploi. Enfin, je suis désolé, tu vois. Ça... Transparence, c'est bien, mais il faut s'en donner les moyens. Ils savent pas lire. On va voir, là, il y a une bonne réaction par rapport à ça. Boboji qui dit « Dans ton abricot, le cahier ». Il les a retrouvés. Le fameux problème technique de Gobelin. Diana Prine 61 qui dit « Oui, il faudrait payer les gens pour faire le taf, fait chier ». Gobelin 619 qui dit « Quand il faut déployer les numéros verts et les applis à la con, il y a des moyens ». Ah, ça, tu vois, c'est la priorité. Vagabonde qui dit « Il serait capable de dire que c'est tellement lourd que le stockage ne serait pas écologique ». Oui, pas mal celle-là. Transition numérique bloquée par les... Ouais. Même si c'était il y a 2 ans, tu vois, en fait, il y avait pas, ils étaient en pleine négociation sur le plan européen, le message n'était pas encore passé Le auprès budget de... n'avait pas été voté. Voilà. Non, il ne le sera plus jamais. Ce serait assez probable, Gobelin. Momoji qui dit « Wow, corpus, j'ai pas entendu ça depuis le lycée ». Sûrement qu'il y a un prof dans le gouvernement ou marié à un président qui doit taper la bonne lettre. Alors, la synthèse du grand débat. Donc, effectivement, ils ont fait une annonce qui n'est pas passée, donc il y a bien eu un site. Donc, soi-disant, on aurait soi-disant une consultation libre pour les Français. Vous pouvez la retrouver sur granddébat.fr. Et sur le fameux site granddébat.fr, on voit les synthèses. Donc, par exemple, on va prendre la synthèse fiscalité et dépenses publiques.
Donc, on voit que c'est Opinionway qui a traité ces données. Bon, on revient encore à la RGPD. Les gens n'ont pas signé pour qu'elle soit traitée par une entreprise, mais par un État. Il faudrait qu'un État soit compétent pour pouvoir traiter tout ça. C'est ça, c'est ça. Et donc Opinionway, qui est une société d'enquête et d'opinion. Donc ils ont été missionnés pour faire cela. Mais on voit que la flemme de faire un dépouillement, on peut voir que le nombre de répondants au thème la fiscalité et les dépenses publiques selon le type de contribution, 2 types de contributions ont été traités. Celles issues de questionnaires et celles issues des propositions. Donc en fait, ils ont fait un mix. Ils ont repris les propositions qui les intéressaient, et puis ils ont refait un questionnaire où ils savaient que plus ou moins... On dit, on veut voir s'il y a ça, on veut voir d'ailleurs s'il n'y a que ça, et on oriente son regard de façon très très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils disent questionnaire, ça a été administré par Opinionway. Ils ont fait des enquêtes à questions fermées. Et les propositions sont à questions ouvertes. Puisque ce sont les gens qui ont directement dit leur doléance. C'était à l'époque justement de ces fameux cahiers de doléances. Donc on voit qu'en plus minoritairement, le questionnaire a été administré à 345 578 personnes, de manière à gommer les propositions du grand débat qui ont été dépouillées seulement sur 154 466 des questions. Donc ce qui est intéressant, c'est que le questionnaire sont des gens qui ne sont pas gilets jaunes, en fait, qui ont répondu. Enfin, il doit y en avoir. Statistiquement, un petit peu. Statistiquement, un petit peu, mais on sait très bien que ça vient... Ça vient de la tranche d'âge des gilets jaunes. Voilà. C'était pas des personnes dans le tout numérique, ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on voit très bien que de toute façon, en fait, tous les résultats du grand débat ont été faussés, manipulés, pipés. Ouais. Si. Donc finalement, à l'image du nouveau projet de Véran avec son Agora. Ce serait bien s'il y aurait au moins un département qui dirait « Allez, on le fait, on publie les cahiers de doléances. Donc voilà pour le premier sujet. Ce qu'on peut dire de plus pour conclure, pour bien conclure. Finalement, le 49.3, moi je le vois comme juste un des symptômes d'absence de démocratie qu'il y a en France. C'est la partie la plus visible, en fait. C'est la partie la plus visible et qui est la plus médiatisée, qui fait le plus mal aux Français. Mais en réalité, l'absence de démocratie, elle est partout. C'est peut-être plus visible parce que le 49.3 gêne aussi les autres partis, qui eux vont faire du ramdam quand ils vont quelque chose qui leur déplaît dans l'indémocratie qu'il y a maintenant. De toute façon, la façon de l'application, par exemple, pour fliquer, par exemple, c'est aussi antidémocratique. Dans la démocratie, par exemple, quand vous exprimez votre opinion, vous le faites anonymement. Vous savez, vous n'êtes pas inquiété ni par votre opinion, ni par votre choix. À partir du moment où c'est sur une application où on va vous cataloguer, ce n'est plus vraiment une liberté de choix. Alors, Gobelin 619 qui avait dit le corpus de texte à analyser, Momoji 0104 qui dit peut-être qu'ils ne savent pas lire alors. Ils ne savent pas écrire parce qu'ils n'ont pas fait une bonne synthèse non plus. C'est ça. Momoji 0104 qui dit Gobelin 619, oui, je sais. Gobelin qui dit les data centers ça pollue. Oui. Oui, il vaut mieux qu'ils soient tous en Amérique, ça polluera pas là-bas. Sur les serveurs Azure. Comme nos données de santé. Ça, c'est autre chose. Moi, là-bas, on est sûr qu'elles vont pas disparaître n'importe comment. Julien Lebleu qui dit « Je pense aussi que les commentaires devaient pas être très gentils avec Macron. » Tu parles de quel commentaire, Julien Lebleu? Diana Prince 61, Julien Lebleu, je crois. Gobelin 619, enfin des excuses pour ne pas faire le taf. En somme, rien d'étonnant venant de la Macronie.
Vagabonde qui dit c'est dur de lire l'écriture cursive dans un monde numérique, ils ont été dépassés par l'écriture de chacun. C'est certain aussi. C'est vrai, parce que l'écriture cursive ne peut pas être aussi facilement numérisée. Ça joue aussi. Si c'était lu par quelqu'un et retranscrit, retapé à la machine, il y aurait eu une chose. Mais s'il faut que ce soit un logiciel qui scanne et retransmet, c'est aussi une barrière. Julien Lebleu. Donc, si on peut éviter de laisser une trace sur Internet, que Macron se fout bien de la gueule des Français. T'as tout à fait compris. Là, on vous viole votre liberté, votre vie privée depuis déjà un certain temps. Ils en abusent puisqu'en fait, ils pensent que maintenant ils ont un boulevard. Mhm. Et parce que justement, personne ne voit la stratégie. Parce qu'ils sont très discrets. Il y a très peu de ressources. Ils sont très peu transparents là-dessus. Ils sont très peu transparents, bizarrement, là-dessus. Momoji014. De toute façon, qui d'entre nous a déjà eu affaire à ce type de sondage? Pas moi, en tout cas. Je crois que ce n'est pas dans la cible, pour Momoji. Ah si, on est dans la cible exactement du gouvernement. C'est sûr. Gobelin 619. Manipuler, tricher, cela reste dans la ligne éditoriale de Macron. À partir du moment où le mec a été élu sur un mensonge, ça reste sa ligne éditoriale. Et 2 fois le mensonge, c'est qu'il faisait le barrage au RN, c'est ça? Oui. Julien Lebleu qui dit dans les cahiers, les commentaires envers Macron ne devaient pas être tendres. Oui. C'est pour ça que ce serait intéressant de les lire. C'est pour ça que ce serait intéressant de les lire. On aimerait... la France veut savoir. Macron, tu nous as promis la transparence, maintenant donne-nous la transparence. Les départements dans l'opposition, n'hésitez pas à éditer tout ça. Tout le monde serait heureux de voir ce qui est marqué. Et vous ne serez pas responsable, vous ne faites que transmettre la voix du peuple. Et vous réalisez le plan de Macron, que ce soit transparent. Non, mais en tout cas, tu vois que de toute façon, ça en devient, mais ils trichent surtout, tu vois. Bon, ils avaient déjà un instrument qui était fort, c'était les médias, le pouvoir des médias, mais bon, ça marche plus trop. Les gens se font plus trop avoir par les médias. D'où notre présence. Il y a un rejet, il y a ce genre de choses. Mais par contre, tu vois que même toutes les initiatives qu'ils font, tout est mensonge. Et c'est incroyable. Et finalement, on cherchait un nom de la dictature que Macron a mis en place en France. On va l'appeler la transparence. La dictature de la transparence. Novlangue ultime. Alors, on est dans un pays post-démocratique sous la dictature de la transparence. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, Adam. Même BFM ne suit plus à 100% pour Momoji. Mais c'est vrai. Ils vont trop vite pour lui. Ils vont trop vite. Et le problème aussi, c'est que même les présentateurs, tu vois, pour voir tout à l'heure ce que disait notre ami Cazenave, le journaliste, quand tu vois leur tronche, ou que tu vois même la députée de Renaissance qui disait que le 49.3 c'était formidable, ce genre de choses, tu pouvais aussi remarquer que ils le sciaient pas, ils s'empêchaient d'interrompre. Ils s'empêchaient d'interrompre, mais ils avaient juste une envie, c'était d'aller se planquer pour rigoler un bon coup, quoi. Ça doit bien rigoler en salle d'édition. Bon, en tout cas, voici pour la fin du premier sujet. Si vous avez encore des questions ou des remarques sur le sujet, on va encore attendre quelques minutes. On voit que ça vous a fait réagir comme sujet. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas l'American Dream, ça c'est le French Dream. On a bienvenue à Gretsina 680 qui nous a follow. Donc avec cette petite entrée de Bruno Le Maire. C'est la première fois qu'on a vraiment sur le live en direct. Donc bienvenue officiellement dans la communauté. À force, il devient compliqué de jouer la comédie à long terme. Les journalistes sont à bout de leur capacité. Oui, tu prends tous les acteurs comiques, passé un certain stade, ils veulent faire aussi des films réalistes. Et la France, c'est ça. En tout cas, on le dit aussi pour la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à nous soutenir et à nous abonner sur les différents réseaux sociaux et à commenter, à partager pour nous donner de la force, pour faire mieux que les 300 vues de la vidéo du live dernier. Pour laquelle on vous remercie déjà. Pour laquelle on vous remercie, pour ceux qui n'ont pas encore
Beaucoup de canons, ça. Oui, c'est vrai.